J'ai vécu 19 ans en Tunisie dans un milieu de l'art où les artistes pouvaient prétendre à une quelconque reconnaissance uniquement s'ils avaient exposé à Paris. Or, lorsque j'y suis arrivée pour mes études universitaires, j'ai retrouvé le même complexe transposé. On ne pouvait être artiste ou galeriste français que si l'on avait exposé à New York. Il est temps d'être fier de ce que nous sommes. Lorsque j'ai créé Djelbahoud, le centre du monde du street art, était pendant 3 mois situé sur l'île la plus au sud de la Méditerranée, à tel point que nous avons suscité 2000 articles de presse. Le pape du street art, pas moins que ça. Tel est le surnom de notre invité aujourd'hui dans les milieux d'art parisien. Mehdi Benchir, fondateur de la galerie Itinérance, Errance avec 2 R, galeriste donc, mais d'un genre bien particulier, comme vous allez le voir. Bonjour Mehdi Benchir, ravi. Bon, enchanté en tout cas. Alors, votre sainteté, avant d'être pape, vous avez été un enfant baignant dans l'art, Oui, dans oui, une j'avais ambiance été artistique. complètement. Ma mère française, mais enfin, elle a toujours vécu en Tunisie pendant 35 ans. Elle était prof d'histoire de l'art aux Beaux-Arts de Tunis et mon père, pareil, il en a été directeur à un certain moment. Et puis voilà. Oui, oui, j'ai grandi aux Beaux-Arts de Tunis, mais grandi, je veux dire, plus jeune âge, quoi. Pas les... Mhm. Et votre mère, paraît-il, vous emmenait à toutes les expositions qui se donnaient à Tunis. Y en a-t-il une dont vous vous rappelez encore? Une exposition ou plusieurs expositions qui vous ont marqué, qui vous ont fait dire, je serai artiste, je travaillerai dans ce monde-là. Non, ça par contre, non, non, ça m'a rien. Enfin, je me suis jamais dit ça étant petit. Par contre, oui, une expo, j'ai vu une expo Picasso à Tunis. Une vraie, pas des faux. Non, non, En mais quelle vraiment, année? En c'était, quelle année? j'étais tout petit. Franchement, j'étais tout petit. On habitait rue des États-Unis, avenue des États-Unis, et c'était au Belvédère. Il y avait un, un local, enfin un local, Une galerie d'art? une galerie, c'était dans le Belvédère, sur la droite, en hauteur. C'était, je crois, Robert Lahoué? je pense que ça doit être ça. Enfin bon, bref, il y Une avait sorte de promontoire. c'est ça. Un très très beau bâtiment, vraiment. Juste, enfin, on est passé, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps encore. Enfin, il a un nom, mais je l'ai Ou oublié. alors c'est le mess des officiers. Et désolé, c'est ça, exactement. Je crois que c'est ça. Mhm. Je crois qu'il y a eu une expo Picasso là-bas, d'après mes souvenirs d'enfant, hein. Vraiment, j'étais, voilà. Mhm. Donc ça devait être fin des années 70 à mon avis. Et cette exposition vous a marqué? Oui, parce que c'était les tableaux que j'avais dans mon livre à la maison. Donc il y avait ma mère nous avait acheté plein de livres pour enfants et en fait où chaque livre présentait un artiste et donc il y avait plein de voilà, je connaissais à peu près tout. Enfin voilà, on avait une espèce de notion au niveau d'histoire de l'art à la maison assez tôt et du coup bah, c'était les images que je connaissais déjà et que je voyais en vrai en fait. Donc ça m'avait marqué. Mhm. Et Mehdi Bachir, croyez-vous que vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui parce que vous avez baigné enfant dans cette ambiance artistique? Autrement dit, est-ce qu'il suffit d'emmener son enfant aux expos pour que cet enfant devienne artiste? Ça Est-ce qu'il y a existe, un mais déterminisme? franchement, je pense pas. Moi, je me suis rebellé contre ça. J'ai fait un DUT de gestion des ressources humaines avant de commencer mes études d'art plastique. Et, euh, et puis en fait, bah, apparemment, c'était en moi, hein. Mais c'est plus une logique. C'est quelque chose que j'ai acquis peut-être vraiment à la fac. J'étais pas très bon élève pendant très longtemps. Enfin, pas très bon élève. J'avais 10, 12, Vous voilà. parlez de la fac de gestion ou à la fac des Non, beaux-arts? tout. Non, non, pas les beaux-arts. J'ai pas fait les beaux-arts. C'est-à-dire le primaire, le lycée, plus les 2 ans de gestion. En fait, je faisais juste ce qu'il fallait, mais sans plus. Et en fait, j'ai adoré les études à partir de la première année d'art plastique à la Sorbonne. Là, c'était la première fois, bah, c'était très tard, hein, que j'ai vraiment aimé ce que je faisais. Et ça a duré comme ça jusqu'au doctorat. Et voilà, ça a été une révélation, quoi. Et depuis, ben, j'arrête pas de kiffer, quoi.
Mais en commençant ces études d'art à Paris, à la Sorbonne, est-ce que vous aviez des attentes particulières? Qu'est-ce que vous êtes dit à l'époque? Vous êtes dit, voilà, je vais apprendre le dessin, je vais devenir artiste, ou est-ce que Pas vous du tout. prédestinez à enseigner? Non, non, on n'apprend pas le dessin déjà en art plastique. En fait, c'est pas les arts appliqués. On apprend en fait euh, à répondre à un sujet avec ce qu'on a entre les mains, c'est-à-dire sans technique. C'est quelque chose qu'on peut appliquer à sa vie de tous les jours. C'est-à-dire que on apprend à avoir une espèce de gymnastique d'idées créatrices. Euh, et c'est applicable à n'importe quel métier. D'ailleurs, je l'applique aujourd'hui, je pense, dans le mien de métier, alors que je ne suis pas plasticien, je suis juste galeriste. Mais tout le monde peut innover dans son métier, peu importe le métier. Donc moi, j'innove dans ma façon peut-être d'exposer, j'innove dans les événements. J'essaie de créer des événements qui ne sont qu'on n'a jamais vus, voilà, des concepts nouveaux. Mhm. Mahdi Bechir, après vos études à la Sorbonne, à Paris, vous vous retrouvez à enseigner, vous êtes prof de dessin dans des collèges classés zone d'éducation prioritaire. Quel souvenir gardez-vous de cette courte expérience? J'ai adoré cette expérience. J'ai fait en 8 ans, j'ai fait 16 établissements en Île-de-France. Donc voilà, je pouvais passer d'un établissement à un autre assez facilement. J'étais en moto, donc voilà. Non, non, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Mais je pense que c'est quelque chose où, enfin, j'ai donné vraiment beaucoup pendant 8 ans, mais je pense que j'aurais pas pu tenir très longtemps non plus. Je pense que Pourquoi? c'est un métier qu'on doit faire quand on est, à moins, enfin, faut avoir vraiment la pêche pour le faire. Faut avoir beaucoup d'énergie. Et après, il y a une espèce de décalage qui va s'opérer entre les élèves et le prof. Il y a trop d'écart au niveau de l'âge. Alors que dans les ZEP, tout ça, enfin, quand les élèves sont pas si vieux que ça, même au lycée, et quand on est encore à peu près jeune, donc il y a on les comprend, on arrive à se faire comprendre Mhm. et c'est plus simple. Tandis qu'après, voilà, se retrouver, je voyais les autres profs, à part ceux qui étaient vraiment envahis d'une espèce de mission en eux, les autres, ils étaient un peu aigris et ça m'a fait peur. Mhm. Donc, en quittant l'enseignement, vous êtes dirigé tout de suite vers le métier de galeriste. Vous saviez clairement ce que vous vouliez ou vous avez tâtonné les premiers temps? Non, j'ai fait les deux en même temps, en fait, pendant 4 ans. J'ai fait Mhm. prof et en même temps, j'ai ouvert ce lieu. Mais j'ai jamais, ça a jamais été une volonté d'être galeriste, en fait. C'est venu sur le tas. Mhm. Voilà, il y a eu un lieu à louer. Je me suis dit, tiens, je vais m'essayer à ça. Et c'était pour en faire un lieu de rencontre, faire quelques installations avec des amis. Et très vite, bah, je me suis confronté à la rentabilité de ce lieu. Donc, il a fallu vendre des Mhm. œuvres d'art. Et là bah, on a enchaîné les expos et on a vendu notre œuvre d'art, je crois, c'était 400 euros, 7 mois plus tard. À un moment, je voulais bien même la fermer, la galerie, en me disant, bon, bah, au moins, il faut en vendre une pour l'appeler galerie. Si on ne vend pas, ça, c'est pas une galerie. Et du coup, on a vendu au bout de 7 mois, ouais, c'est ça. Et c'était une œuvre de Wissem Labd. Mhm. Mais faire galeriste, c'est, pour vous, c'est un choix quand même qui peut interpeller parce que d'habitude, les galeristes sortent des écoles de commerce et vous, vous avez fait une école d'art. Oui, oui, tout à fait. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait dans le métier de galeriste, c'était pas les records de vente, c'était pas ça en fait. C'était Mhm. une autre démarche. C'était vraiment, j'avais été impressionné par Can Weiler ou Durand Ruel. C'est des Mhm. galeristes qui ont influencé certains mouvements. En fait, ils ont accompagné des mouvements artistiques. Sans eux, il n'y aurait pas eu de cubisme ni d'impressionnisme. Donc c'était un peu ça. C'est ce que je désirais, c'est accompagner un mouvement. Et le mouvement de mon temps à ce moment-là, c'est street art. Il y a Mhm. 17 ans exactement. Voilà. Justement, là, je vais vous citer de votre métier. Vous dites ceci, c'est pour ça que j'ai dit c'est un galeriste, mais un galeriste d'un genre spécial. Le rôle d'un galeriste est d'écrire l'histoire.
et d'aider le mouvement de son temps, pas seulement de vendre des œuvres d'art. Écrire l'histoire, pas moins que ça, Mehdi Benchir. Ben, c'est ce C'est qu'on essaie. ambitieux. Oui, oui, ouais, c'est peut-être un peu trop, non, trop ambitieux, non, mais participer à l'écrire avec d'autres, avec, enfin, Mhm. tout un groupe, moi je vois ça comme un groupe de réflexion, hein, chacun avec son rôle, chacun, on fait rien tout seul et du coup c'est juste une dynamique à accompagner, il y a une énergie folle à canaliser et elle vient de partout dans le monde, elle vient surtout de là où on l'attend pas et il faut juste trouver un terrain pour que toute cette énergie puisse s'exprimer. Donc, j'ai deux terrains de prédilection, hein, vous l'avez compris, c'est le 13e et Oui. Djerba. Mhm. Et Mais, Djerba, mais, c'est en moi, donc voilà. mhm. Mais si vous-même vous êtes convaincu de cette démarche, de cette philosophie, comment arrivez-vous à convaincre les artistes avec lesquels vous travaillez de cette démarche qui peut troubler quelques-uns, surtout que sur certains de vos projets, les artistes sont juste défrayés. Comment arrivez-vous à les convaincre? Je fais ça assez naturellement, franchement, j'y réfléchis pas. Je sais pas, j'ai un tempérament assez fédérateur peut-être. Mais en fait, l'artiste de street art, c'est la façon de fonctionner, c'est vraiment, et j'ai essayé moi d'appliquer la mienne en tant que galeriste, c'est-à-dire qu'on travaille à l'extérieur, ça fait de la com en fait aussi, si on doit parler de marché, et tout ça pour être plus fort après quand on rentre en galerie. Donc du coup, c'est une façon de s'exposer, c'est une façon de montrer notre travail, moi en tant que galeriste et eux en tant qu'artistes. Donc, montrer ce qu'on est capable de faire déjà à l'extérieur. Après, du coup, ça nous est beaucoup plus simple de revenir ensuite pendant les temps d'exposition. En fait, il y a tous les fans qu'on a récupérés à l'extérieur qui, Mhm. qui, qui vont nous rejoindre voilà, pendant les expos. Mhm. Mais Mehdi Béchir, quand vous dites ceci, quand on enlève la notion d'argent, les projets n'ont plus de limite. Est-ce que vous critiquez l'importance de l'argent, du mercantilisme dans le milieu de l'art aujourd'hui? Pas un peu utopique? Non, non, pas du tout. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait à l'extérieur, pour moi, se doit d'être gratuit. C'est-à-dire que toute l'énergie qu'on dépense, machin, enfin, on va juste défrayer, comme vous avez dit, juste on le fait à coup de revient. Et parce qu'on va récupérer quelque chose qui est immatériel de la communication, et tout le monde récupère de la communication, c'est-à-dire les habitants, ils vont avoir un quartier qui va sortir de l'ordinaire, la mairie va être, elle aura voilà, quelque chose qui va, les artistes aussi vont être connus, moi aussi en tant que galeriste, donc on récupère que de la communication tous. Mhm. Et par contre, quand on rentre en galerie, là c'est un espace déclaré en tant qu'espace commercial, et donc voilà, là on a le droit de faire de l'argent. Mais donc la citation là, c'était surtout, par exemple, on avait fait la tour Paris 13, j'avais fait ça en 2013, c'était une tour où j'avais invité plus d'une centaine d'artistes, et le concept, en fait, c'était quoi? C'était la visite est gratuite, on rentre, on ne paye pas, la visite est gratuite, il n'y a rien à vendre, rien à récupérer, et la tour va disparaître dans un mois. Tout allait être détruit un mois plus On tard. va y venir, on va y venir, Mehdi Donc Béchir. c'était ça, c'est-à-dire que si je devais faire payer l'entrée, d'un seul coup, les artistes vont me dire, OK, bah, tu gagnes de l'argent, donc il faut redistribuer sur les 100 artistes. Ça sert à rien, ça apporte plus de difficultés qu'autre chose. Donc Mhm. autant avoir ce geste en fait où le but ultime il est l'événement lui-même et non pas une quête d'argent, une quête matérielle quoi. Et c'est en cela que je dis dans ces cas-là l'horizon, enfin le, le projet en lui-même enfin, peut être énorme Mhm. tant que le Mais, but mais, recherché n'est pas l'argent. ah oui. Mais aujourd'hui, Mehdi Béchir, il y a un marché énorme du street art, alors que vous persistez à dire qu'un mur n'est pas une monnaie d'échange, il ne faut pas qu'il le devienne. Complètement. Alors qu'il y a ce marché. Oui, mais le marché il est sur les œuvres, sur les œuvres vendues en Et les direct. murs eux-mêmes, quand ils sont support du street art,
surtout pas. Pourquoi il ne serait pas marchandisable? Non, ça appelle à plein de choses. Par exemple, là, ce qu'on fait sur le boulevard Vincent Auriol, j'essaye de ramener les plus grands du mouvement. C'est un espèce de musée qu'on est en train de monter, à coup de revient aussi, vraiment. Et du coup, c'est comme si un musée faisait l'acquisition à chaque fois d'une œuvre d'art. Mais, euh, mais on n'y arriverait pas si on devait payer 100 000 euros. Je ne sais pas. Chez Parferré, par exemple, une petite œuvre comme ça, elle fait 20 000 euros, une toute petite. Donc, si je devais payer un énorme mur, ça serait même pas quantifiable. Donc, du coup, mais il est 1000 fois gagnant parce que c'est comme une énorme, enfin, comme une énorme pub de sa pratique quelque part. Enfin, les entreprises, pour avoir la même superficie, payent, clairement, hein, pour avoir une Oui, publicité. justement. Donc, c'est un juste milieu entre les deux. C'est pas une publicité, c'est une réflexion, c'est une œuvre d'art qu'on met dans la ville. Donc, on n'a pas à payer, mais on n'a pas à être payé non plus. Donc, voilà. Je vois ça à peu près comme ça. Mhm. Je sais pas si Mais, Mehdi Béchir, le prix le d'une prix. œuvre d'art est désormais partie intégrante de sa fonction qui est devenue d'attendre placardée sur un mur que son prix augmente. Là, je vous cite le critique d'art Robert Hughes, du reste Et, dernièrement cité par Banksy, qui est un peu acide lors de la vente de son œuvre euh, Devolved Parliament. Moi, Hein. je fais vraiment la différence entre l'œuvre qu'on vend en galerie et l'œuvre qu'on peut trouver dans la rue. C'est-à-dire que l'œuvre dans la rue, elle n'est pas monnayable, mais elle n'est pas non plus volable. Enfin, faut pas la voler. Faut pas, quand elle est offerte à tous. Et pourquoi elle ne serait pas monnayable? Justement, c'est ça la question autour de laquelle on tourne depuis tout à l'heure. Pourquoi elle ne serait pas monnayable alors que toutes les œuvres d'art aujourd'hui Elle est monnayable, font enfin, partie de l'œuvre et son prix? mais elle est monnayable autrement. C'est-à-dire que quand Invader va faire une œuvre dans la rue, il fait exactement son pendant qu'on peut trouver en galerie. Donc, s'il arrive à vendre celle en galerie, c'est parce que celle de la rue, elle existe dans la rue. Quand Inti fait un énorme mur, pareil, va représenter ce mur-là sur un tableau. Et quand on achète le tableau, on sait qu'on a le mur de Bogota. Mais on a un tableau, on rentre avec un tableau chez soi. Donc, il y a toujours une correspondance en fait entre la rue et la galerie. Mais il ne faut pas que tout soit monnayable, sinon ça perd de son sens, ça perd de sa puissance, ça serait dommage que la moindre petite démarche qu'on puisse faire, on attend un retour matériel immédiat. Enfin, moi, je ne suis pas dans ce. Non. Mais en même temps, lorsque l'on observe le monde de l'art aujourd'hui, tout n'est-il pas devenu marchandisable? On pourrait par exemple parler de l'expérience de Wim Delvoye, de ce dos CD dont s'est inspiré notre Kawthar Benehneya national pour faire son film. Mais peut-être, oui, peut-être qu'en art contemporain, aujourd'hui, c'est le marché qui fait sa loi, en fait, et on en a oublié la création. Et peut-être que dans le street art, vu que les artistes ne sortent pas d'un milieu enfin automatiquement d'école ou que ce soit de commerce ou d'art ou peu importe. Hein. Mais du coup, je pense que dans le street art, en plus avec l'arrivée des réseaux sociaux, je pense que c'est la pratique, c'est qui prime, qui prime sur le marché. Je pense que c'est la création qui, d'ailleurs, le marché de l'art est complètement à la ramasse à ce niveau-là. C'est-à-dire que les artistes arrivent on leur, comment dire, dans ce milieu, le milieu du street art, c'est vraiment, c'est l'inverse de ce qu'on peut trouver en art contemporain. C'est plus un galeriste, c'est plus un groupe de collectionneurs qui vont faire que cet artiste soit connu ou pas. L'artiste est déjà connu, c'est déjà une star. Le type, il a déjà des millions de fans sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook ou autre. Et du coup, c'est qu'il se passe du marché et il arrive à s'imposer.
Et du coup, c'est le marché qui lui court derrière et non pas le contraire. Donc voilà, il n'est pas là pour plaire à un marché. Et c'est au marché de, de se caler par rapport à la pratique de cet artiste et non le contraire. Mhm. C'est ça Mehdi que Bchir, l'éducation est plus importante aujourd'hui. oui. Mehdi Bchir, vous-même, quand vous choisissez les œuvres que vous allez exposer, vous les choisissez selon quels critères? Votre ligne éditoriale? Euh, D'abord le travail de rue avant Mhm. tout le travail de rue et, et après je fais assez d'événements en extérieur, que ce soit des murs ou comme vous avez dit Djerbaoud ou, euh, ou la Tour Paris 13, mais c'est pour côtoyer ces artistes-là et voir si l'artiste a vraiment une idée à la seconde ou il en a qu'une seule qu'il essaye de retourner dans tous les sens et à la rigueur qu'il applique ailleurs aussi, ça arrive. Et, euh, et, et donc il se retrouve piégé. C'est-à-dire que le fait de côtoyer aussi pendant une semaine, 2 semaines un artiste au milieu d'autres artistes, ça nous permet aussi, c'est le meilleur entretien en fait, voilà ce que je voulais dire. C'est le meilleur entretien pour un galeriste pour choisir ses artistes. Mhm. Voilà Vous comment. avez parlé, oui, oui, Plus les, allez-y. plus les réseaux sociaux, plus voilà, Mhm. Mais surtout. vous avez parlé de travail de rue. Là, je vais vous poser une question un peu provoque. Qu'est-ce Oui. qui fait que le street art soit art? Qu'est-ce qui fait la différence entre le vandalisme et le street art? La notion du beau étant relative. Oui. Le street art. Mais pour moi, tout est street art en fait. Comment vous Il n'y a dire pas de vandalisme. euh, non, le vandalisme, c'est encore autre chose. Mais pour moi, le street art, ça peut être Buren, ça peut être Christo, ça peut être Georges Rousse, ça peut être Varini, ça peut être Gordon Matta Clark. Tous ces gens-là, Mhm. c'était déjà du street art. On ne disait pas street art, mais pour moi, c'était des gens qui avaient réfléchi à l'urbain, ils ont réfléchi à un concept de comment s'accaparer la rue, comment s'approprier l'urbain. Donc pour moi, c'est ça le street art. Peu importe le médium par lequel on passe, peu importe la pratique en elle-même, ça peut être du graffiti, mais ça peut être une installation son, une installation lumière, ça peut être je sais pas, une intervention minimaliste ou une performance physique, peu importe, pourvu qu'elle se fasse dans la rue et qu'il y ait une réflexion par rapport à l'extérieur, cet Mais, espace urbain. mais alors, dans ce cas, tous les graffitis peuvent être considérés comme du street art. Même les graffitis les plus que moi, personnellement, je pourrais trouver vilains. Oui, il y a un but dans le graffiti, il y a une quête de territoire. Par exemple, il y a un message qu'on donne à l'autre quartier qui est en face, où il y a une prise de conscience réelle de l'acte artistique qu'on est en train de faire, et du coup, on se considère réellement en tant qu'artiste et on intervient en tant que tel. Donc, on va prendre conscience de l'endroit dans lequel on va intervenir. On va intervenir à partir de l'architecture de cet endroit-là, où on va détourner la fonction de ce même endroit, ou peut-être on va faire ressurgir l'histoire qui s'est passé à cet endroit-là. Donc, il y aura une vraie réflexion. Et ça, c'est un acte artistique. Euh, Mhm. après, tous les graffeurs ne se considèrent pas comme artistes, hein, loin de là. En parlant d'art urbain, le street art est à l'origine un genre de protest art. Donc, normalement, protest art induit message. Vous-même, on va revenir à votre ligne éditoriale. Quelle est votre ligne éditoriale par rapport au message que vous choisissez, s'il y a un message à faire passer? Moi, je ne pense pas qu'il y ait de message obligatoire en art. Mhm. Euh, je pense que le fait de peindre dans la rue, c'est déjà un acte politique en soi. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter en plus dans la pratique d'un artiste. Voilà. Oui, mais l'acte politique Après, est un message. L'acte politique en soi est un message, le message politique. c'est oui, un message de liberté, peut-être, tout Oui, simplement. Mais d'irrévérence, de sortie des sentiers battus. après, il y a des artistes comme Banksy où il y a vraiment un message derrière aussi qu'il a envie de faire passer. Mhm. Euh, mais d'autres n'en ont pas tout à fait besoin.
D'autres, ça sera une réflexion sur le lieu, une réflexion sur l'invasion, une réflexion sur les animaux, une réflexion. Donc voilà, c'est juste au niveau ouais, du message. J'ai l'habitude qu'on me dise que le street art, en fait, est... Voilà. Non, à part Place Tahrir avec les écritures, je vois. Oui, il y avait un message aussi. Voilà, là, il y avait un message politique, machin. Oui. Donc, mais c'est pas automatique à chaque fois, en fait, tout simplement. C'est tout ce que je voulais Et dire. vous-même, Mehdi Béchir, moi, je vous posais la question par rapport à votre propre démarche. Quelle est votre ligne éditoriale par rapport à cela? Quels sont les messages, entre guillemets? Vous ne cautionnez pas beaucoup ce terme de message, cette manière de Et voir le street art à en travers les tant que événements porteur que je produis, automatique de messages. à travers les événements que je produis, Oui. en gros. Moi, c'est l'ouverture entre les peuples. J'essaye, enfin, moi, je me suis toujours considéré comme passerelle, en fait, tout simplement. J'ai un père tunisien, une mère française. J'ai vécu autant en Tunisie qu'en France. Je suis totalement les deux et je le ressens vraiment en moi. Et je me dois, en fait, de faire autant dans un pays que l'autre. Donc, dès que je réussis un truc un peu en France, enfin un événement, j'essaye d'en faire autant en Tunisie. Et je sais pas comment vous expliquer ça. C'est en moi tout simplement. Hein. Donc c'est le rapprochement, faire connaître à tous les Parisiens ce qu'est la Tunisie. Et j'en fais autant en Tunisie, faire connaître la France aux Tunisiens d'une manière autre, quoi, à travers les arts plastiques. Donc, euh, donc voilà, tout simplement. Et Mehdi Béchir, le street art, c'est aussi de l'éphémère. Pour Tour 13, par exemple, dont on parlait tout à l'heure. Automatiquement, Zénaï. Oui, le Automatiquement. côté éphémère. Pas toujours, justement, on va y venir, mais le côté éphémère. Est-il constitutif pour vous de la beauté, de la démarche aussi du street art? Ça dépend du concept de départ, en fait, tout simplement. C'était beau à la Tour 13. Pour Girbahoud, pourquoi pas. Mais là, on vient d'installer, enfin, je fais faire intervenir un artiste qui s'appelle Invader à Djerba. On a fait 58 pièces sur place Mhm. et du coup, enfin, dispatchées sur toute l'île. Donc là, c'est des pièces qui restent. Hein. C'est de la mosaïque avec des carreaux de faïence. Donc c'est pas éphémère, quoi. Ça reste tout le temps. Par contre, ce qu'on a fait pendant Djerbaoud, oui, c'est parti avec le temps. Ça a pris 5-6 ans pour partir. Donc Mhm. maintenant, à nous de remettre une couche, peut-être. Hein, voilà. Mhm. Mais pour le non éphémère aussi, Le nom votre éphémère. Marianne, votre Ah, Marianne qui est aujourd'hui dans le bureau de l'Élysée, la Marianne de Shepard-Ferry. Vous oui. êtes félicité de la démarche et vous avez dit que c'était une réappropriation du drapeau. Comment, Complètement. Complètement. et par rapport à qui réappropriation du drapeau et des symboles nationaux, Marianne? En fait, en France, il y avait un complexe par rapport au bleu, blanc, rouge. Euh, C'est-à-dire que même nous, en Tunisie, on était fiers tout de suite quand on avait un t-shirt de l'équipe nationale avec le drapeau tunisien, tout ça, quand ça dérangeait pas. Ici, ce que j'avais remarqué, il y avait quelque chose, dès qu'on mettait un drapeau bleu, blanc, rouge sur un de nos vêtements ou quoi que ce soit, on était presque enfin, dans la conscience des gens, rapproché du Front National. En fait, le Front National, c'était presque accaparer ces codes de la Mhm. nation. Et donc, je cherchais pourquoi et je me suis dit, en fait, ça vient de quelque chose de bien plus vieux. Je pense que bah, le drapeau a été sali hein, pendant la Seconde Guerre mondiale. Quelque part, il a été mêlé Mhm. à ce régime de Vichy. Et, et quand De Gaulle est revenu, il a fallu qu'il mette cette croix de Lorraine sur le drapeau français pour se Mhm. différencier. Et ensuite, quand il est arrivé au pouvoir, on a repris juste le drapeau français. Il n'y a pas eu un travail.
le drapeau qui était ma chambre, l'a remis, puis hop. Et du coup, il y a eu un rejet de toute une génération de Français, quelque part, inconsciemment. C'était la France, mais ce drapeau-là, on n'était plus trop. Voilà. Et petit à petit, c'est le Front National qui se l'était accaparé. Et plusieurs politiques, en fait, ont essayé de réconcilier les Français avec ces codes de la nation. Et je pense à Royal, entre autres. Et, euh, et en fait, juste après le Bataclan, tout le monde a mis ce drapeau bleu, blanc, rouge sur fond d'écran, enfin sur son visage comme photo de profil sur Facebook, y compris plein d'amis tunisiens qui n'avaient rien à voir avec la France. Donc il y avait vraiment une solidarité. Et, euh, et du coup, c'est cet événement-là qui a fait que les Français se sont réconciliés avec ces codes, avec la Marseillaise, avec ce drapeau, alors que je pense aux Américains ou aux Anglais, ils n'ont jamais eu de soucis avec leur drapeau. Même les artistes, en fait, ont toujours travaillé sur le thème du drapeau américain ou anglais. Euh, et en France, non. En France, il y avait vraiment ce manque. Donc, du coup, c'est pour ça, j'en ai parlé un soir, comme ça, avec Shepard Ferré, et il m'avait montré à l'époque une photo de la Marianne, mais elle était beige et rouge. Et c'est là que je lui ai dit, ah, si on l'imagine en bleu, blanc, rouge, et il était 2 heures du matin, à 8 heures du matin, il me l'a envoyé sur mon téléphone. Et quand j'ai vu cette image, ben, j'ai tellement aimé que j'ai appelé Jérôme Coumé, le maire du 13e, et je lui ai dit qu'il fallait absolument qu'on trouve un mur rapidement pour le faire à l'artiste, en très grand. Et du coup, voilà, on a fait le mur, et ensuite, je lui ai demandé la toile du mur, donc la correspondance qu'on disait tout à l'heure entre la rue et la galerie. Et puis le meilleur emplacement que cette toile peut avoir, c'est pas dans un musée, c'est là où elle peut vraiment remplir toute sa fonction, c'est peut-être là où elle est aujourd'hui, à l'Élysée. Mhm. Mehdi Benchir, Voilà. par rapport à la force du street art, vous déclarez ceci: la force du street art doit venir de la petite bourgeoisie. La force vient des notaires, des avocats, des médecins, Au toutes les niveau du professions qui se réconcilient avec l'art parce qu'elles se reconnaissent dans le street art qui allie la figuration, la couleur et le contenu. Mehdi Benchir, j'ai trouvé ça paradoxal. Comment la petite bourgeoisie se reconnaîtrait-elle dans le street art, art subversif par essence, autrement que dans un phénomène de snobisme, de Mais c'est- récupération, chaque, 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 mercantilisme, le mercantilisme qu'on a dénoncé tout à l'heure. chaque mouvement est subversif à son époque. Je pense que la petite bourgeoisie, à un certain moment, ne voulait même pas entendre parler de l'impressionnisme. C'était mal fait. On voyait le passage du pinceau, la couche de peinture. C'est non. Quand on avait vu du David juste avant, bien léché, avec les contours bien faits, c'était On les cantonnait au salon des refusés. voilà. Donc quelque part, là, ce que je voulais dire par rapport à la petite bourgeoisie, c'est que ce qui est navrant, enfin navrant, c'est-à-dire que l'art contemporain est arrivé à un niveau où il intéressait plus qu'une élite. Une élite vraiment sur une élite qui pouvait tout avoir. Enfin, au niveau des collectionneurs, c'était Arnaud, Pinault, je sais pas moi, Claire, enfin certains qui pouvaient s'acheter des œuvres hors de prix. Et en fait, on avait délaissé depuis quelques années ce qui pouvait faire la force d'un mouvement, de l'éclosion d'un mouvement, c'est-à-dire cette force, c'est la toute petite bourgeoisie, mais de tout un pays. Ça a une force aussi phénoménale. Et du coup, le street art arrive au milieu de tout ça, avec des prix accessibles, on réconcilie un peu tout le monde avec la couleur, avec la figuration, parce que le street art, c'est se réapproprie toute l'histoire de l'art quelque part et la met dans la rue. Il y a autant du cubisme que de l'impressionnisme, que du pointillisme, il y a vraiment de tout,
je sais pas, de l'abstraction géométrique. Et du coup, tout le monde y trouve son compte. Après, il y a du tri à faire, hein, il y a à boire et à manger, comme dans tous les mouvements au départ. Mais le phénomène, sur le moment, il est hyper intéressant. Et du coup, c'est toute cette population qui se met à collectionner, qui se remet à collectionner. Parce que je ne pense pas que il n'y avait pas beaucoup d'œuvres d'art contemporain, entre guillemets, je sais pas moi, dans la salle d'attente d'un notaire de province. Je ne voyais pas ça. Je sais pas. Non? Mhm. Non, définitivement. Finalement, Mehdi Béchir, l'impression que j'ai, c'est que la galerie n'est finalement qu'un prétexte pour vous, pour faire des projets ailleurs, d'où le nom itinérance, l'errance, deux airs. L'itinéraire et l'errance, en fait, c'est le lien des deux. C'est-à-dire qu'on a un but à atteindre, mais on s'offre l'occasion d'errer pour atteindre son but. On ne l'atteint pas comme tout le monde. On fait pas. Mhm. Voilà, c'est l'inverse de Qas al-Arabi. Donc, Le donc, raccourci arabe. On va traduire littéralement. et je me plais à faire ça. Oui, c'est une excuse, la galerie. Enfin, c'est une excuse. C'est la base, en fait. C'est Mhm. le QG, mais qui nous sert à faire plein de choses. On fait une fois par an à Drouot. On loue tout l'hôtel Drouot et, euh, et on invite d'autres galeristes de par le monde à venir exposer leurs artistes. Et ça, on fait ça une semaine, une fois, la dernière semaine de septembre tous les ans. Bon, cette année, on ne l'a pas fait. Mais voilà, tous les ans, on fait ça. Et le QG, ça reste la galerie pour tout, quoi. Enfin, vraiment, que ça soit pour la foire, à la fin de la foire, il y a une vente aux enchères, que ça soit pour les murs. Euh, Vraiment, enfin, voilà, toute la réflexion se fait toujours ici. Et c'est toujours la même équipe qui monte tout. Donc, Et selon vous, Mehdi Benchir, pourquoi les difficultés du street art dans le monde sous-développé? Pourquoi croupit-il toujours dans une sorte de mimétisme? avant, enfin, moi, ce qui m'avait choqué quand j'étais petit à Tunis, c'était quand on allait dans des expos. Et comme je vous avais dit, j'avais déjà plein de livres de chaque livre. C'était un artiste et une collection, je ne sais plus laquelle. Et donc, du coup, je reconnaissais, il y avait des artistes tunisiens qui faisaient du mimétisme 30, 40 ans plus tard. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas participé au mouvement lui-même. Ils y participaient, mais bien plus tard. Du coup, quand il y a eu le street art, enfin, je me suis dit que c'était peut-être le moment, vu qu'il y avait Internet, en fait, de participer au mouvement en instantané, au même moment. C'est-à-dire que participer à cette problématique à travers notre culture, enfin la tunisienne, notre architecture, mais avec le reste du monde. C'est-à-dire que vu que tout le monde s'observait, c'est avec l'Amérique latine, pourquoi il n'y aurait pas du street art arabe aussi? Et c'est dans cette démarche, en fait, que voilà, je suis parti chercher des artistes tunisiens. Donc, du coup, ben, j'ai découvert El Cid, je lui ai fait faire sa première expo. Après, il y avait Chouf. Après, c'était Inkman. Maintenant, c'est les ST4. Donc, voilà, j'ai toujours voulu qu'il y ait, voilà, faire germer quelque chose. J'aurais beaucoup aimé que pendant, je sais pas, l'impressionnisme, par exemple, qu'il y ait un ou deux artistes tunisiens très connus dans le monde. Euh, et bah, peut-être qu'on aura ça plus tard pour le street art. Et Mais pourquoi ça ne décolle pas en Tunisie alors qu'on a 13 écoles d'art? On a 13 écoles d'art en Tunisie. Le marché est aussi en retard, le marché de l'art. On va comparer avec le Maroc. Le Maroc, avec uniquement 3 écoles d'art, le marché n'a rien à voir avec le marché tunisien. totalement d'accord avec vous à 10 000%, mais vraiment, euh, on, mais c'est-à-dire que, en tout cas, moi, pour ma part, les artistes de street art en Tunisie, ceux dont j'ai parlé, vivent de leur art. Ce qui est très rare en Tunisie.
Vraiment, c'est très très rare. C'est-à-dire qu'on a énormément d'artistes, il y a 13 écoles des beaux-arts, certes, mais il y a pas de marché. Il y a très très peu. Il y a quoi? Il y a 4-5 galeries Oui, euh, exactement. et qui se démènent, qui font franchement un bon boulot, mais il n'y a pas de marché. Le pays n'est pas. L'élite, elle est minime par rapport au Maroc. Je suis désolé, hein, mais le Maroc, c'est 45 millions de personnes, c'est une énorme bourgeoisie, c'est une économie qui fonctionne depuis 13 ans, 12 ans, ils ont 6% de croissance économique, c'est phénoménal. Donc, ils n'ont pas, ils ont pas les facs qu'on a, ils n'ont pas cette conscience, ils n'ont pas cette formation, mais ils ont le marché. Du coup, ça fonctionne quand on vit de son art, quoi. Les artistes en Tunisie, je pense que c'est pas que dans l'art où on a ce problème-là. Je pense qu'on a ce problème-là dans d'autres secteurs. Hein. Ça doit être exactement la même chose. On a formé beaucoup de gens sans leur donner l'opportunité ensuite de vivre de leur profession. Et encore, je pense que l'art en Tunisie, c'est celui le moins. C'est-à-dire quand on fait des études d'art, on peut toujours être directeur, je sais pas moi, directeur artistique dans une boîte, dans un hôtel, ouvrir un truc d'artisanat, il y a plein d'options. Tandis que quand on fait du droit, par exemple, voilà, s'il n'y a pas de débouché, on ne va pas aller chercher des débouchés dans les maths. Alors que les arts plastiques, on reste toujours polyvalent en fait. Voilà, on amène une touche dans beaucoup de secteurs. Donc, on peut devenir galeriste aussi, entre autres. On n'est pas que artiste, on fait pas on peut être prof aussi, il y a beaucoup de profs en Tunisie. Donc voilà. Donc c'est, oui, dommage que le pays n'arrive pas à offrir à ses enfants, voilà, ce dont ils ont besoin. Mais c'est bien dommage, ça fait mal, mais on essaye de faire ce qu'on peut. En tout cas, il y a enfin, aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant, c'est que on a les réseaux sociaux. Il faut juste se dire, euh, faut pas se bloquer sur le marché tunisien. C'est-à-dire que je connais énormément d'artistes qui sont sortis de nulle part. Si, mais ils sont de Bogota, de Santiago, du Kenya, et ils n'étaient pas du tout connus, ils n'ont pas eu de galerie derrière eux, il n'y avait pas de marché, et ils se sont fait connaître juste sur Instagram. C'est-à-dire ils ont tapé tellement fort dehors, dans la rue, ils ont pris des photos et ils ont partagé ces photos-là. Et à force de persévérer, ben, ils se sont fait connaître tout simplement. Ils se sont fait repérer et, et c'est tout. Ça a fonctionné comme ça. Donc personne n'était là pour les sortir de là où ils étaient. Et ils ont réussi et aujourd'hui, c'est des stars dans ce mouvement. Donc on peut avoir la chance à partir de la Tunisie, mais sans souci. Vraiment, quand on comprend en fait ce qu'on a de précieux, c'est-à-dire ce qu'on a d'autre par rapport à d'autres pays, c'est notre architecture. Et d'ailleurs, les artistes l'ont tout de suite compris à Djerba. Quand on a ramené Roa, votre connexion Internet est instable. Bon, ok. Quand on a ramené Roa, tout de suite, il a capté les coupoles, il a joué avec ça. Les voûtes, les arcades. Donc, on a une spécificité qui est facilement reconnaissable en fait quand on prend une photo et qu'on poste sur Internet. On peut dire, ah oui, et puis on peut jouer avec cette architecture-là à travers, en plus, notre écriture, par exemple, qui est vraiment extrêmement intéressante. Je pense à tous les artistes que j'ai nommés tout à l'heure. Et quand on voit l'écriture d'Elcide, celle de Chouf, celle d'Inkman et celle des ST4, ça n'a rien à voir. Vraiment, mais c'est quatre pratiques totalement intéressantes, chacune avec ses propriétés. Donc voilà, on a une architecture qui nous est propre, et une écriture qui l'est aussi. Donc on est facilement reconnaissable sur le tas d'artistes qu'il y a dans le monde. Donc on peut jouer de ça. Et on peut faire ça comme à travers les réseaux sociaux sans passer par tout le circuit du marché de l'art, le truc. Mais ça y est, c'est fini. Il faut comprendre que c'est terminé, ça. Faut inventer un nouveau système. Un système parallèle qui est en train de se créer, donc faut participer à ce système, tout simplement. Mhm.
Merci beaucoup, Mehdi Benchir. Ouais. Nous allons clore cet entretien si intéressant sur votre choix musical. Ah oui. Alors, c'est l'asana, en fait. Quand vous m'avez demandé ça, j'ai pris juste ce que j'écoutais sur le moment. L'asana, c'est un ami, enfin un ami, c'est un migrant malien qui est dans le 13e et qui nettoie les vitres de tous les commerces du coin. Et l'asana, quand il vient nous nettoyer nos vitres, il écoute toujours de la musique, il est très concentré, il nettoie les vitres et tout. Puis un jour, je lui ai pris son truc, je lui ai dit, je veux écouter ce que tu es en train d'écouter.